Les documentaires. J'allais dire, les Chines, tant la diversité chinoise est impressionnante. Certes, il y a une majorité, les Han, et puis une minorité, 9% de la population, ce qui fait quand même 118 millions d'habitants. Nous irons à leur rencontre. Mais auparavant, voyons à travers la vie d'un couple et l'épisode heureux de leur vie, à savoir leur mariage, comment ont évolué les structures sociales de la société chinoise. C'est un reportage d'Isabelle Blechler et Tristan Lebras. Depuis qu'il est communiste, Mao Tse-tung revendiquait d'en avoir refait l'unité. Tous les faciès ethniques, toutes les minorités, toutes les tribus devaient résonner de la même joie d'être unis dans la nouvelle Chine. La parade organisée pour le 9e congrès du parti en 1969, comme les précédentes, magnifiait le nouvel empire communiste sans faille et sans remise en question. Depuis toujours, l'ethnie chinoise majoritaire, celle des Han, était sûre de sa suprématie. En glorifiant la grande famille chinoise, c'est elle-même qu'elle encensait. Aux Han, les grandes inventions de la civilisation chinoise, la noblesse et la spécificité de l'âme chinoise, Han et Chine étaient virtuellement synonymes. Le berceau de cette Chine Han était situé dans les méandres du fleuve Jaune, dans ces immenses plaines à céréales où l'agriculture a prospéré depuis des siècles. Les Han, au cours de l'histoire, ont repoussé les barbares en zone de montagne vers le sud-ouest du pays. C'est là que se sont réfugiées les minorités assiégées, dans un environnement beaucoup plus enclavé, inhospitalier et moins propice aux cultures. Plus loin encore vers l'ouest, et plus extrême, les hauts plateaux et le massif himalayen du Tibet. Et les steppes, plus ou moins désertiques du Xinjiang vers l'Asie centrale. Des minorités éparpillées, et en rose, les Han, 91% du milliard 300 millions de Chinois. Il fallait bien que le grand timonier donne quelques gages aux minorités. Sa longue carrière publique lui a vu mettre tous les couvre-chefs ethniques de Chine et danser au bras d'accortes représentantes des 56 minorités officiellement recensées. Dans la propagande officielle, tout le peuple chinois, minorité comprise, se rue avec bonheur sous les fourches codines de la faucille et du marteau. Cela s'appelle le Front uni. Mais cette grande Chine, même parmi les Han majoritaires, est loin d'être homogène. Il y a les campagnes aux revenus modestes et les villes des côtes, comme Shenzhen. Shenzhen et ses usines qui attirent comme un aimant les paysans de l'intérieur. Liu Zhengxue a 30 ans. C'est son dernier jour de travail. Fin de contrat. Il a passé 5 ans de son existence dans cette usine de téléviseurs, une société mixte sino-japonaise. Cela fait 5 ans qu'il met en œuvre chaque jour son rêve de réussite dans cet atelier. 5 ans de patience, à écouter les harangues quotidiennes du contremaître et à manipuler des tubes cathodiques. C'est le prix à payer pour sortir de sa condition de rural de la province du Shandong à l'avenir bouché, ou comment les paysans chinois pauvres sont un des atouts de la mondialisation. Ici, dans la province de Canton, le revenu par tête frise les 30 000 francs par an, alors que dans certains villages de l'intérieur, au pire, une famille peut ne gagner qu'une centaine de francs par an de revenus monétaires. Le choix est vite fait. La promiscuité n'est pas agréable pour tout le monde, mais Zhengxue s'y est fait. Et puis, contrairement à son village, le sud développé lui offre de l'eau courante et des douches quotidiennes. Ce sont les derniers moments qu'il va passer avec ses camarades de chambrée.
l'heure des bilans. Dans mon village, la vie est dure. L'économie n'est pas vraiment florissante. On ne trouve pas de travail. Donc je suis venu ici pour acquérir de l'expérience. Quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que mon niveau culturel était vraiment trop bas. Par rapport à mes camarades, j'étais complexé. Avec un simple diplôme comme le bac, vous savez, on n'a vraiment rien dans les mains. Voilà pourquoi Zheng Shui a décidé de travailler le plus possible. L'usine le jour, des études de médecine traditionnelle le soir. Une existence qui n'est possible qu'à Shenzhen, la ville du miracle économique voulue par Deng Xiaoping. Le laboratoire du capitalisme chinois n'était à l'origine qu'un petit port de pêche à l'embouchure de la rivière des Perles. 20 000 habitants tout au plus, qui vivaient d'une économie tout à fait rurale en 1980, quand l'expérience a été lancée. Deng Xiaoping a même dû réactiver le processus en 1992, quand le régime chinois était un peu sceptique sur les zones économiques spéciales. L'arbre planté par le petit timonier est un emblème fort, tout comme les mots prononcés alors lors du dernier acte public de sa vie politique. Si la Chine ne choisit pas la voie de l'ouverture et de la réforme, si la Chine ne développe pas l'économie afin d'améliorer la vie du peuple, quoi qu'elle fasse, ce sera une voie sans issue. Shenzhen compte désormais au moins 3 millions d'habitants. Elle est le prototype de la zone côtière qui a réussi. Avec Shanghai, c'est le plus gros revenu par tête de la Chine. Voilà pourquoi Zheng Shui vient de vivre ici 5 ans de tunnel, pendant lesquels il a économisé environ 50 000 francs pour les envoyer à sa famille et payer son mariage. Quelques heures de loisirs avec sa fiancée dans un parc d'attractions avant de faire ses valises. Il visite les monuments du monde en modèle réduit. Un peu de rêve international avant de rentrer convolé au village. À la fin de son contrat, Zheng Shui a droit à un diplôme et à un cadeau de départ. Il faut rendre badge et uniforme. Ça, c'est un certificat qu'on donne aux ouvriers après 5 ans de travail dans l'entreprise. C'est la preuve que j'ai été un bon ouvrier pendant 5 ans. Pendant ce temps, j'ai économisé un peu d'argent et j'ai presque terminé ma formation professionnelle de médecine chinoise. Je n'ai pas chômé. Au revoir. À part le cadeau de départ, une lampe radio-réveil, la procédure administrative est sèche. Mais lui est un peu ému à l'idée de ne pas remettre les pieds dans son entreprise. Ce solde de tout compte lui fait tourner une page de son existence. Sa fiancée, Zhu Guoyin, 28 ans, a pris 10 jours de vacances pour leur mariage. Elle reviendra travailler à Shenzhen dans son usine d'électronique pour subvenir aux besoins quotidiens du couple. Cette période de 5 ans de travail ici me restera très chère. Je peux vraiment dire qu'on a tous travaillé très consciencieusement avec mes camarades. On y a mis tout notre cœur. Et si tous les Chinois étaient comme eux, la Chine serait vraiment un sacré pays. Il quitte Shenzhen, la tropicale, sa chaleur humide et son argent rapide, pour une visite nuptiale dans leur province natale, le Shandong. Deux jours et une nuit de train pour rejoindre leur région.
Leurs villages sont situés à quelques kilomètres seulement de la ville natale de Confucius, le centre de gravité de la pensée, de l'âme chinoise. Tout le mobilier du futur couple arrive par tracteur et le village entier est mobilisé pour le retour de ceux qui ont réussi. Il faut bien sûr faire fuir les esprits chagrins avant le mariage proprement dit. Double bonheur, la tradition est retrouvée. Pour le mariage, les fiancés doivent se prosterner devant les parents du marié. Car Guo Ying, elle, quitte formellement sa propre famille aujourd'hui. C'est sa belle-mère qu'elle devra écouter et servir éventuellement, à dater de ce jour. Je suis très émue, très nerveuse. D'être arrivée dans votre nouvelle maison? Oui, d'être arrivée dans ma nouvelle maison. Et de commencer une nouvelle vie? Oui, de commencer une nouvelle vie. C'est le deuxième tournant de ma vie, c'est très impressionnant. Cette Chine-là ne sait rien de ce qui se passe sur les côtes. Elle rêve via la télévision. Parfois, elle entend que les provinces riches en ont assez de payer pour les infrastructures des plus pauvres. C'est le divorce entre les côtes qui veulent jouir du progrès et l'intérieur qu'on laisserait volontiers croupir dans son ignorance. La contradiction n'est résolue que par l'argent de l'exode rural. Zheng Shui et sa future épouse Guo Ying contribuent à leur manière, sous l'œil bienveillant de Deng Xiaoping. Le poster là-haut, c'est notre architecte en chef. Après 1978, il a instauré les réformes et l'ouverture du pays vers l'extérieur. C'est grâce à lui que notre économie a progressé. Il a d'abord commencé par ouvrir Shenzhen par le port de Shekou, pour finir par une vraie zone économique spéciale. Ça a été un modèle économique qui a permis à tout le reste du pays de se développer. Mon dirigeant préféré à moi, il n'est pas sur les photos là-haut. C'est Zhou Enlai. C'était le roi de la diplomatie, un homme plein de charme. La Chine rurale garde le souvenir cuisant des dernières famines de 1959. Si le pouvoir ne rééquilibre pas la situation, les ruraux pourraient bien déferler encore plus vers les côtes. Déjà, plus de 100 millions d'entre eux sont en situation irrégulière dans les villes. Moi maintenant, je vais rentrer à Shenzhen. C'est là que j'ai commencé mon développement personnel et je vais y retourner pour continuer et accélérer ma progression sociale. La Chine ne connaît pas le rite de la jarretière. C'est un petit pain fourré à la viande qu'on jette à l'Assemblée. Bonheur à qui l'attrapera. Les côtes et leur développement sont l'horizon absolu des 700 millions de Chinois ruraux. Sous leurs arbres, dans leurs champs et leurs rizières, ils ont des rêves de grues et d'embouteillage, d'usines, d'argent facile et de femmes bien mises.
Pierre Trollier, ce qui est fascinant, c'est qu'il y a deux mondes. Le rêve d'usine, vient de dire Isabelle Bechler. Comment tout cela va-t-il finir, j'allais dire? C'est la grande question. C'est ce qu'on appelle en Chine les populations flottantes, qui ne sont pas enregistrées, qui créent de formidables agglomérats dans les franges suburbaines des grandes villes. Par exemple, Pékin, qui a officiellement 9 millions d'habitants, en a plus de 3 millions en population flottante. C'est vertigineux. On peut en dire autant de Shanghai, de Canton, etc. Mais alors, conséquence de cet exode rural, comment ils font pour se loger, pour vivre, pour les problèmes de santé? Enfin, c'est multiple, les conséquences. Tout à fait. Il y a d'une part ces agglomérats gigantesques qu'on appelle des villages, mais qui entassent 50, 60, 80 000 personnes venues par la même filière. Ça rappelle la diaspora chinoise à l'étranger, elle se reconstitue à l'intérieur. De telle province fait un village de chiffonniers, tel autre un village de maroquiniers, etc. Bon, il y en a comme ça tout autour de Pékin, tout autour de Shanghai et de Canton. Alors là, ils sont très organisés. Ils ont leurs propres, comme dans les Chinatown d'autrefois, leurs propres organisations, leurs propres polices, sans parler des triades. Et il y a des accords avec le ciel. On paie ce qu'il faut quand il faut. De temps en temps, la police fait une opération. Mais, bon. Donc là, c'est effectivement organisé. Et puis les autres, eh bien, ils vont et viennent d'une ville à l'autre. Ils sont temporaires, ils retournent à la campagne un temps. C'est quelque chose qui n'est pas appréhendé. Alors voyons dans la deuxième partie de cette enquête d'Isabelle Bechler et Tristan Lebras comment, au cours des décennies, le parti a essayé de gérer cette diversité flottante. La spéculation immobilière est parfois une aubaine pour les historiens. Dans ce chantier pékinois où a poussé depuis le plus grand centre commercial d'Asie, ces archéologues ont trouvé traces d'occupation humaine voilà 25 000 ans. Qui étaient ces hominidés? Des cousins de notre homme de Néandertal, sans doute. Mongoloïdes, sans doute. Les ancêtres éloignés, en tout cas, des habitants du bassin du fleuve Jaune. Voilà le berceau de la Chine. 500 ans avant notre ère, qu'en est Confucius, des rois clans s'entre-déchirent. Il faudra attendre le premier empereur, Shi Huangdi, pour faire l'unité. C'est le premier état militaire centralisé, qui avale tous ses voisins. Non content d'avoir réuni sous sa férule les royaumes combattants qui s'abritaient chacun derrière sa muraille, le premier empereur a standardisé l'écriture, les unités de mesure et l'écartement des essieux. Mais les nomades se fédèrent dans la steppe et on unifie la grande muraille pour les contenir. La dynastie des Han pousse ses troupes jusqu'en Asie centrale, malgré les Huns qui s'organisent au nord. Les cavaliers chinois ouvrent la route de la soie en 200 avant Jésus-Christ. Et avec les échanges, c'est le bouddhisme qui pénètre en Chine. Sous les Tang, c'est l'apogée. Jamais les guerriers chinois ne conquerront plus de territoire. L'État tibétain est fondé, nous sommes au 9e siècle de notre ère, les barbares paient leur tribut. À partir de 907, les barbares redeviennent menaçants. Les Tibétains sont forts, les Ouïghours turcophones ont leur royaume, les Khitans et les Tangoutes, à demi sinisés, réattaquent. Au nord-est, les Turchènes piaffent. Ce sont les ancêtres des Mandchous. Leur rêve de suprématie absolue devra attendre 7 siècles encore. Pour l'instant, ils détruisent Kaifeng, la capitale des Song, et repoussent l'empereur vers le sud, à Hangzhou. Pendant 2 siècles et demi, la Chine du Nord sera gouvernée par des dynasties barbares, plus ou moins sinisées, comme les Mongols de Gengis Khan, dont les guerriers ont déferlé jusqu'au Tonkin, tout au long du XIIIe siècle. Kubilai Khan fait de Pékin sa capitale, prend le nom chinois de Yuan et adopte le système administratif chinois. C'est un roturier, leader d'une insurrection contre les Mongols qui fonde la dynastie Ming. À son apogée, Yongle, le constructeur de la cité interdite de Pékin, a refait l'unité. Diverses rébellions de minorités musulmanes et autres auront raison de la dernière dynastie nationale, pavant la voie aux Mandchous. Eux choisissent le nom chinois de Qing pour leur dynastie. Ils n'en imposent pas moins le tartare comme langue officielle à tout le pays. À la population masculine chinoise, ils imposent le port de la natte en signe d'allégeance. Grande stabilité au début de la dynastie, les choses se gâtent avec les importations d'opium imposées par les Britanniques et puis les concessions qu'il faut ouvrir au commerce occidental. C'est l'humiliation. La souveraineté chinoise est rognée peu à peu car les étrangers font la loi dans leurs enclaves.
L'impératrice Cixi fera basculer sa dynastie à force de conservatisme et de corruption. Les seigneurs de la guerre reprennent le pouvoir après l'éphémère République de 1912. Les réformes et la modernisation attendront, car c'est la guerre civile. Les nationalistes portent aussi la guerre en Chine. Le général Chiang Kai-shek livre bataille aux communistes plutôt que de combattre l'envahisseur japonais. Les partisans de Mao font le gros dos et se replient après une marche de 12 500 km à travers le pays jusqu'au soviet de Yan'an, où Mao attendra son heure. Retourner au berceau de l'ethnie Han et à la vérité de la terre et des paysans. L'offensive générale des Japonais contre le nord de la Chine est particulièrement sanglante. Toutes les grandes villes tombent et les étrangers fuient. L'armée populaire de libération triomphe des nationalistes en 1949. Mao peut réunifier le gigantesque pays autour de son idéologie, mais il y perdra Taïwan car Chiang Kai-shek, vaincu, se réfugie à Formose. L'union politique et ethnique est obtenue à la force des fusils. Ici au Tibet, annexion, colonisation, pacification provoqueront la fuite du Dalai Lama en Inde. Nous sommes en 1959, le Pandit Nehru accueille le jeune chef politique et religieux du Tibet pour un exil dont on ne voit toujours pas la fin. En 1951, au Xinjiang à peine libéré selon la terminologie communiste, on ne perd pas un instant pour procéder à l'éducation des masses. Le Turkestan chinois apprend que sa vraie place est dans le giron de la Nouvelle Chine, dont il devient derechef la nouvelle frontière. Au Xinjiang, les minorités sont nombreuses entre les Ouïghours majoritaires, les Kazakhs, les Kirghizes, les Ouzbeks, les Roués notamment, tous membres du Front uni voulu par Mao Tse-tung. L'Université des minorités ethniques à Pékin a justement été créée en 1951 pour encadrer, promouvoir, étudier, contrôler, certains diront acculturer les meilleurs éléments des minorités, soit 9% de la population chinoise. Ici, un cours de sciences politiques forme les futurs cadres des régions autonomes ou des districts minoritaires. Dans la Chine d'aujourd'hui, il n'y a aucune place pour le séparatisme, pour la scission. La raison principale est que nous sommes une population de minorités nationales, unie sous la direction du Parti communiste chinois. Et cela n'a plus rien à voir avec la Chine gouvernée par des dynasties féodales. Il faut aussi avouer que tout n'est pas parfait dans le traitement des minorités nationales. Par exemple, certaines régions de minorités ont un retard de développement. Ne s'agirait-il pas de former de très dociles relais de la politique Han ? Je veux être fonctionnaire et dans ces cours, j'apprends les droits que le gouvernement offre aux minorités nationales, entre l'administration gouvernementale et les peuples de la région, et bien appliquer les directives du Parti communiste. Des représentants des 56 nationalités recensées en Chine font ici des études classiques, mais le niveau de recrutement est moins exigeant qu'ailleurs. Ils étudient l'ethnologie et ses dérivés politiques. 30 000 diplômés ont planché dans ces dortoirs depuis 48 ans pour devenir de bons cadres et rentrer dans leur région d'origine. Je pense que pour notre peuple, la science politique est extrêmement importante. Parce que tous les cadres politiques au Tibet sont Han. Il y a très peu de Tibétains. Je pense que notre peuple était assez arriéré. Et si nous voulons nous développer, il ne faut compter que sur nos propres forces. Dans son pays, le Tibet, précisément, on ne voit plus ces cérémonies traditionnelles, fêtes publiques mi-féodales, mi-religieuses. Ces images datent de 1947. À l'Université des minorités, on enseigne plutôt ça, une tradition folklorique plus ou moins édulcorée. Chaque année, la section de danse recrute sur concours. Peu importe la nationalité d'origine, tout le monde danse de tout. Les professeurs d'ici, au début de l'université, sont allés faire de longues enquêtes dans les zones de minorités nationales. Ils ont recueilli et inventorié des chants et danses folkloriques. Ils ont surtout rassemblé les chants et les musiques les plus caractéristiques. Ils les ont repris pour faire un corpus de danse.
Voilà qui contribue à l'image de propagande des minorités chinoises. Des humains en costume folklorique qui chantent et dansent du matin au soir. Mon devoir, c'est de représenter toutes les minorités, car je vis dans la grande famille de l'ensemble des minorités. Je trouve que la Chine favorise très bien les minorités. Parfois, je trouve que nous sommes même un peu privilégiés par rapport aux Han. Mais les minorités et les Han font partie de la même grande famille, non? Une grande famille toujours appelée à témoigner de son amour mutuel sans nuage lors des grands messes nationalistes orchestrées place Tiananmen. Une débauche de costumes pailletés symbolisant l'union indéfectible du peuple chinois, comme s'il n'y avait qu'une Chine. Comme s'il n'y avait qu'une Chine, vient de dire Isabelle Bechler, mais manifestement, cette université le prouve, malgré le discours officiel, il y a des Chines, plusieurs Chines. Ça va bien se craqueler, ça va bien bouger à un moment, non? Ça dure depuis plus de 2000 ans. Il y a officiellement en Chine 56 nationalités, entre guillemets, au sens stalinien, dont la nationalité principale chinoise Han, et puis 55 autres qui constituent une palette extraordinaire. Alors je voudrais préciser, si vous me permettez, que ce chiffre de 55 est celui de Pékin, et tous les perroquets occidentaux le répètent. Or, il inclut la minorité malayo-polynésienne de Taïwan. Alors, je tiens à dire, je profite de cette occasion pour dire que c'est doublement faux. D'une part, Taïwan n'est pas encore la République populaire, et d'autre part, il n'y a pas une minorité malayo-polynésienne à Taïwan, il y en a 9. Donc il y a 54 minorités nationales sur le territoire de la République populaire et la nationalité Han dominante. Il faut voir que sur cette cinquantaine de minorités, une dizaine seulement, dont les Ouïghours, dont les Mandchous, dont les Mongols, totalisent plus des 2/3 de l'effectif, qui dépasse 100 millions aujourd'hui, au total, 100 millions. Donc plus des 2/3 en 10 seulement. Et donc les 40 autres sont caractérisés par une pulvérisation numérique considérable, ce qui peut expliquer pour partie que, comme vous l'évoquiez, ça tienne encore. Parce que ce sont les Ouïghours, les Tibétains, les Mongols qui font problème par leur masse numérique, par leur assise géographique, par leur culture, par leur religion. Mais beaucoup d'autres sont de tout petits effectifs, isolés dans les massifs montagneux, d'économies de subsistance, qui par conséquent ne posent pas du tout les mêmes problèmes. Alors, on parle très souvent des Tibétains. Aujourd'hui, dans Géopolis, nous allons nous intéresser aux Ouïghours. Qui sont-ils? Où vivent-ils? Quelles sont leurs particularités? Alors, le peuple ouïghour est originaire de la Haute-Mongolie, où il a longtemps établi une puissance sur le haut Yenisei. Et puis, vers le 8e siècle, ils en ont été chassés par d'autres turcophones que l'on connaît sous le nom de Kirghizes, qui ont chassé les Ouïghours. Alors, les Ouïghours sont venus donc se réfugier au Xinjiang, ou plus précisément dans les oasis du sud Xinjiang, le nord Xinjiang étant mongol, dans les oasis du sud Xinjiang, et plus loin, vers le fleuve Jaune, jusqu'au fleuve Jaune, dans la province de Gansu, où vers le 9e, 10e siècle, ils ont établi des royaumes ouïghours. Et puis ensuite, il y a eu le développement de l'empire Han qui les a, comme les autres, refoulés. Alors aujourd'hui, ils occupent les oasis du sud. Environ, au moins 8 millions. Et il y en a encore au moins 2 millions qui sont établis pour des raisons diverses dans les républiques d'Asie centrale voisines, en particulier au Kazakhstan, et puis d'autres aussi jusqu'en Turquie, car ils parlent des langues cousines. Et ils sont musulmans sunnites. Merci, nous allons le voir maintenant dans la troisième partie du reportage d'Isabelle Bechler et de Tristan Lebras.
C'est un désert presque grand comme la France, le désert du Taklamakan, qui occupe la plus grande partie du Turkestan chinois, juste au nord-ouest du Tibet, vers l'Asie centrale. Les colons chinois ont commencé à y affluer au début des années 50 pour exploiter cette terre que les Ouïghours s'étaient contentés de respecter jusque-là. Madame Li et son mari, Monsieur Guo, étaient de ces caravanes de pionniers Han, voilà plus de 40 ans. Mon père a été envoyé au Xinjiang en camp de réforme par le travail à cause de sa mauvaise origine sociale. Il n'a pas eu le choix parce qu'il était trop riche. Les cadres du parti lui ont dit qu'ici, il devait devenir un homme nouveau. Ça a été très dur. On défrichait sans relâche. On coupait les arbres et on les enlevait à dos d'homme. Mais on avait bon moral. De toute façon, si nous n'avions pas répondu à l'appel du parti pour venir travailler ici, la vie aurait été plus difficile dans mon pays natal. Le Xinjiang était le nouveau Far West chinois. Pas un habitant local n'était associé à l'effort de valorisation. L'armée de libération populaire encadrait des Chinois de souche, plus ou moins volontaires. Aujourd'hui encore, l'immigration intérieure des Han vers le Xinjiang est favorisée pour modifier la balance démographique. Après des travaux d'infrastructures colossaux, d'irrigation surtout, l'agriculture intensive a modifié les paysages. Le long de la frontière kazakh, on estime que 2,5 millions de Han font du coton, dans d'immenses fermes militaires. La terre était aux Ouïghours, dont certains ont des tendances séparatistes, ce qui fait que ces agriculteurs ont deux fers au feu. Vous voyez ces fermiers là-bas? Ils récoltent en ce moment car c'est une saison d'activité agricole. Mais s'il se passe quoi que ce soit, ils abandonnent leurs outils, mettent leur uniforme, prennent leurs armes et partent au combat. Il est habillé en civil lui aussi. Pourtant, il est le chef de corps de cette énorme ferme militaire, chargé de veiller à ce que les 3 missions de l'implantation Han de Shōhōzō soient menées à bien, construire, défendre, stabiliser le Xinjiang. Je suis venue avec mes parents pour répondre à l'appel pour aménager le Xinjiang. Vous étiez très jeune? J'avais 20 ans. Et maintenant, le Xinjiang, c'est comment? Oh, la région s'est beaucoup développée depuis notre arrivée. Au début, la vie était bien plus dure. Avant, on mangeait que du maïs, maintenant on mange du pain et on a du riz et de la farine. L'agriculture traditionnelle ouïghour est nettement moyen-orientale, héritée de l'Empire ottoman. Raisins de table, pastèques, melons. Rien à voir avec les lourds investissements tournés vers l'exportation de l'industrie cotonnière. On fabrique ici le meilleur coton de Chine. La paix ancestrale des séchoirs à raisins n'a rien à envier au vacarme des cardeuses. Ils sont venus pour développer le Xinjiang. Nous avions très peu de techniciens. Les Chinois sont venus nous aider. Voici l'enthousiasme bien conforme d'un cadre ouïghour du Parti communiste. Les Han, ils parlent chinois, pas nous les Ouïghours. On ne se comprend pas. Au boulot, on a toujours besoin d'un interprète. Mais il y a des minorités qui ne sont pas d'accord avec la présence Han et qui sont en conflit. Qu'en pensez-vous ? Ces gens ont leur opinion. Leur but? On n'est pas très au clair de leur but, mais leurs intentions sont mauvaises, ça c'est sûr. Nous avons une bonne politique, une politique d'ouverture. On peut faire ce qu'on veut ici. Du commerce, gagner de l'argent, tout ce qu'on veut. C'est l'ouverture. Maintenant, s'ils font des sabotages, ce n'est pas vraiment sain.
On mange à sa faim ici. Les Ouïghours mangent à leur faim, certes, mais ne se sentent pas chinois. Ils seront bientôt moins nombreux que les Han et vivent à côté de l'économie moderne, comme exclus chez eux. Le Xinjiang fait partie de l'espace chinois depuis sa conquête par les Mandchous en 1759. Les Han, eux, veulent maintenir leur suprématie pour des raisons économiques et stratégiques. Au Xinjiang, il y a plusieurs minorités. Et il y a des sécessionnistes qui veulent séparer le Xinjiang de la Chine. Cela est absolument interdit par le gouvernement. Notre ferme est sous la direction immédiate du gouvernement central et une de ses fonctions est de stabiliser la région. Nous sommes là pour lutter contre toute velléité séparatiste. Et pour cause, de considérables réserves de pétrole et de gaz ont été détectées ces dernières années au Turkestan chinois. Exploitation d'État sans travailleurs ouïghours par des Han, ceux-là même qui ont transformé en métropole on ne peut plus chinoise les oasis d'Urumqi et de Kashgar. En 1951 encore, Kashgar était une de ces étapes de caravane de la route de la soie, comme l'Asie centrale en compte quelques dizaines, entre caravansérail et marchands de tapis. Les clairons de l'armée communiste de Mao avaient pourtant tenté de sortir la région de sa torpeur dès 1949. Il s'agissait d'effacer les traces d'une éphémère république du Turkestan oriental, manipulée par Staline, qui s'était alliée avec les nationalistes avant de se rallier à l'armée de libération. L'épisode séparatiste avait duré de 1944 à 1946 et il reste une référence dans certains esprits ouïghours. Le petit peuple turcophone n'a pas forcément ces références politiques-là, mais ses frustrations quotidiennes suffisent à exacerber le sentiment anti-chinois de certains. Les Ouïghours sont cantonnés aux métiers traditionnels et vivent souvent d'expédients. La religion, réautorisée depuis 15 ans, n'est pas encore un refuge, mais pour certains terroristes, elle sert de prétexte et de paravent à la violence. Comme les fidèles, les imams d'Urumqi, proches du Parti communiste, récusent les bombes posées au nom de l'islam. Parmi les professeurs de notre école coranique, certains ont reçu une formation dans des pays musulmans avant de revenir au pays. Il y a 18 professeurs dans notre académie islamique. Ils sont allés à Al-Azhar au Caire, en Libye et au Pakistan à Islamabad. C'est là-bas qu'ils ont étudié. Et c'est la Chine qui envoie ses religieux se former dans les pays fondamentalistes, à les comprendre. Sur la grande place d'Urumqi, les Ouïghours se sentent de moins en moins chez eux. On imagine sans peine l'effet des porcs dépoitraillés du folklore Han sur les Ouïghours musulmans qui passent par là. À l'arrêt du bus numéro 2, le mécontentement des autochtones s'était traduit par une bombe meurtrière voilà 2 ans. 9 morts et 74 blessés au total. Ça s'est passé par là-bas. Vous voyez, le bus numéro 2. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la panique. Il y avait tellement de blessés. Oh, c'est rien. D'ailleurs, les coupables sont jugés depuis longtemps. Un tout petit groupe comme ça, face au Parti communiste, ça ne pèse pas lourd. 8,5 millions de Ouïghours sous le joug chinois. Et dans la République kazakh voisine, 25 000 d'entre eux, surtout dans la capitale, Alma-Ata.
Ici, les intellectuels ouïghours sont tout juste tolérés par le gouvernement issu du système soviétique. Youssoufbek Moukhlisi, un des leaders de l'ancienne génération, reçoit 2 compagnons plus jeunes, un chanteur et un journaliste. Toutes ces bombes aveugles dans la ville, tout ça, c'est du passé. Actuellement, les cibles sont les militaires chinois. J'appartiens à la fraction qui pense qu'on ne peut pas faire confiance à la Chine et que seule la lutte armée permettra de libérer le Turkestan oriental. Nous sommes déjà en action. Pour ma part, je crois profondément que... Regardez-moi, j'ai pourtant déjà 78 ans. Et je suis persuadé que nous réussirons à établir notre propre pays. Moukhlisi est un des rares survivants du gouvernement du Turkestan oriental indépendant. En 1944, il était chargé de la propagande de la petite république autoproclamée. Là, c'est moi. Il se rappelle la petite armée qui défendait alors le territoire du Turkestan libre. Sa terre d'alors était une sorte d'Éden à reconquérir. De l'autre côté des monts du Tian Shan, au Kirghizistan, capitale Bishkek, nous avons accompagné Kouresh, le réfugié politique, dans ses démarches pour obtenir un titre de séjour. Il est venu demander de l'aide à un ami. Parce que dans mon pays, j'interprétais des poèmes et des chants qui étaient contre la politique chinoise rouge. J'ai été interdit de faire. Ensuite, des fonctionnaires du gouvernement m'ont laissé entendre que ma situation était de plus en plus précaire. Je me suis alors très vite procuré un faux passeport pour quitter la Chine. J'ai déposé un dossier d'asile politique en urgence aux États-Unis, mais peu importe où j'aboutirai, en Allemagne, en Amérique, l'important c'est que je puisse me faire le porte-parole de mon peuple. Voilà 3 ans que Kouresh cherche un pays qui veuille bien l'accueillir. Le Kazakhstan et le Kirghizistan ont trop peur d'indisposer leurs puissants voisins chinois. Sa femme, elle, l'attend dans une autre république ex-soviétique d'Asie centrale. Il a pensé que son ami Nigmat, le politicien de Bishkek, pourrait peut-être trouver une solution. C'est un notable pro-turc. Le voilà dans la maison de Nigmat, au plus fort de la guerre du Kosovo, quand les peuples opprimés rêvaient tous plus ou moins d'être secourus par l'OTAN. Nigmat est un commerçant ouïghour de la diaspora qui représente les intérêts de sa communauté. 40 000 personnes dans la petite république kirghize. Bien sûr, nous espérons que l'OTAN nous aidera, comme il aide le Kosovo actuellement. Jusqu'à présent, nous ne croyions qu'à la lutte armée pour libérer le Turkestan oriental. La situation des Balkans nous donne espoir d'atteindre la démocratie. Moi, j'ai vu que l'éclatement intérieur de la Chine a déjà commencé à mûrir. Il existe des tensions déjà très exacerbées entre les zones côtières, comme Shenzhen, et l'intérieur plus enclavé. Et ce fossé ne fait qu'empirer. En attendant que la Chine tombe comme un fruit mûr, les jeunes Ouïghours de la diaspora s'entraînent au sport de combat. Peut-être espèrent-ils en découdre un jour. Clubs de boxe et d'arts martiaux font le plein. Beaucoup de gens ne connaissent pas et ne respectent pas le peuple ouïghour. C'est pour ça que je veux devenir champion, pour le peuple ouïghour. À travers la boxe, je veux faire connaître le peuple ouïghour au monde.
Même pour les plus petits, en attendant l'âge de la boxe, le taekwondo est une discipline, mais aussi une forme d'entraînement discret pour se préparer à défendre sa famille ou son pays. Pour ces jeunes Ouïghours en exil, à qui leurs pères ont inculqué le désir de retrouver la patrie perdue. Voilà pour ce Géopolis consacré à la Chine. La semaine prochaine, nous évoquerons la planète des vins, la géographie des vins. Nous irons pour cela notamment en Argentine. À dimanche midi. Merci.